Depuis 1942, à la Comédie Française, Jean-Louis Vaudoyer, administrateur, m'avait fait l'honneur de me confier la mise en scène de Phèdre, qui fut jouée magistralement par Marie-Belle dans des décors de Jean Hugo. Nous avons là, je crois, une photographie de cette représentation. Vous reconnaissez Marie-Belle, Phèdre, Marie Marquet, Nonne, Maurice Escande, Thésée et Jacques Dacmine, Hippolyte. Alors voilà sans doute la plantation de votre décor. Et je remarque sur ce document des phrases assez mystérieuses. Chemin Hippolyte, chemin Aricie, chemin Phèdre, chemin sortie évasion. Et j'aimerais savoir comment, à partir d'une pièce où il n'y a aucune mention scénique, aucune mention de décor même, vous avez réussi à concevoir une mise en scène aussi complexe, aussi rigoureuse. Techniquement, il existe peu de documents relatifs à Phèdre. Nous avons simplement le livre précieux de l'époque de Maello, le décorateur, et qui dit « Un palais voûté, une chaise pour commencer ». Puis nous avons l'indication de l'auteur, la scène se passe à Trézène, ville du Péloponnèse, et enfin le texte de Racine, proprement dit. Et Trézène, en temps ordinaire, est un lieu paisible. Trézène est plongé dans le silence. Le roi est parti, Phèdre est atteinte d'un mal qu'elle essaye de dissimuler, Hippolyte périt aussi d'un mal qu'il essaye de taire, si bien que tout est plongé dans le silence, l'air est irrespirable, on étouffe à Trézène, dans ce lieu de lumière, on cherche l'ombre, il règne le clair-obscur. C'est ce qui nous a inspiré pour décrire cette espèce d'atmosphère de nuit blanche qui se passe au début de Phèdre avec Jean Hugo et dans cette maquette qui représente le décor à la fois de palais voûté où il y a ce clair-obscur d'ombre et de coins de lumière, car il ne faut pas oublier que le soleil a une grande importance dans la tragédie. Elle se passe depuis l'aube où le soleil se lève sur la droite, ensuite il arrive au zénith au moment du deuxième acte, au moment des déclarations passionnées des amoureux, et enfin au troisième acte il décline au moment de la récolte, comme il y a aussi les 4 saisons de la journée, n'est-ce pas? C'est l'automne, c'est la récolte et la catastrophe, et enfin au moment où Hippolyte meurt, eh bien le soleil se cache et Phèdre meurt dans la nuit. À propos du décor, j'avais lu dans la mise en scène que vous avez consacrée à Phèdre et que vous avez éditée, un passage très frappant, une conception autre que celle du décor que nous voyons et qui est un décor beaucoup plus vivant, apporté par les personnages eux-mêmes. Eh bien, dans les œuvres classiques, les décors n'apportent pas la couleur locale. Le théâtre classique se passe sur une scène synthétique. C'est un lieu magnétique où se rencontrent les personnages qui luttent pour leur passion. Et comme c'est un art pur, la tragédie est du théâtre pur, tout se fait par l'homme, traite de l'homme et est fait pour l'homme, si bien que le décor véritable est apporté par les personnages. C'est ainsi que la lumière est apportée par Théramène, avec cette atmosphère de bois, de philosophie, de sagesse, de grève, de course de chars, tandis que l'ombre et le destin funeste sont apportés par Œnone, qui ressemble à une pleureuse antique, à un corbeau qui vole, enfin c'est la fatalité. Et d'ailleurs, il faut remarquer que les confidents en tragédie ne sont pas simplement des acteurs qui donnent la réplique aux personnages principaux, ce sont les doubles de ces personnages principaux, négatifs ou positifs, blancs ou noirs. C'est ainsi que Œnone est le double noir de Phèdre, tandis que Théramène et Ismène sont les doubles blancs et positifs de Hippolyte et de Aricie. Mais le véritable décor, à mon avis, c'est le texte et le verbe de Racine. C'est lui qui, par sa science du nombre, son alexandrin, ses hémistiches, ses longues et ses brèves, ses respirations très calculées, oriente cette tragédie vers un art lyrique, vers une tessiture lyrique. La tragédie est la partie la plus lyrique de l'art dramatique, et c'est pour ça que Racine est le plus grand musicien de nos poètes. On pourrait même s'amuser à distribuer la tragédie de Racine comme on distribue un opéra. On dirait le Thésée, un baryton. Dieu, éclairez mon trouble et daignez à mes yeux montrer la vérité que je cherche en ces lieux. Hippolyte, le ténor. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Aricie est la soprane. Théramène, la basse. Et moi, je suis venu, détestant la lumière, vous dire d'un héros la volonté dernière. Phèdre, enfin, l'héroïne, la mezzo-soprane. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Et puis Œnone, la contralto, adieu pour la servir, j'ai tout fait, tout quitté, je reçois ce prix, je l'ai bien mérité, etc. C'est ainsi que la diction se fait, il faut bien le dire,
est à mi-chemin entre le chant et la prose, de même que le geste est entre le geste naturel et la mimique. Le geste a aussi une importance calculée aussi, devrait être aussi calculée que le verbe, car il est quelquefois en harmonie directe avec ce qui se dit, ou bien en contraste avec ce qui se dit, ou bien en décalage avec ce qui se dit, ce qui nous permet, nous, spectateurs, de découvrir les secrets psychologiques par la vue des personnages. Ce n'est pas toujours respecté, c'est ce qui faisait dire à Proust: le geste de ces artistes disait à leurs bras « soyez majestueux », mais les membres insoumis laissaient se pavaner entre l'épaule et le coude un biceps qui ne savait rien du gros. Vous nous avez cité pour chaque personnage quelques vers caractéristiques qui pouvaient les définir. Mais que pensez-vous de la tirade? La tirade est toujours très difficile. Elle se compose en deux sortes, le monologue et le récitatif. Pour comprendre le monologue, il faut se dire que c'est un dialogue intérieur. Quelquefois, un personnage écoute ou répond. Et quand il écoute, il parle. Et quand il répond, il parle aussi. Si bien qu'on pourrait dire qu'il y a la parole qui écoute et la parole qui répond. C'est ce qui donne le relief au monologue. Et pour le récitatif, c'est assez net aussi. Et le récitatif n'est pas un plaquage, c'est une chose nécessaire. Quand la température s'élève et qu'on commence à quitter la réalité, qu'on entre dans une espèce de rêve éveillé, c'est-à-dire dans une extra-lucidité, on passe par une période d'agitation et ensuite une période indécise, neutre, et enfin un envol du récitatif. La comparaison la plus simple, je crois, c'est l'avion. Quand vous voyez un avion qui a rassemblé toutes ses forces pour partir dans son trajet, il vrombit, il est secoué d'une façon absolument hystérique par les aspérités de la piste, et tout d'un coup, après cette période d'agitation, vient un moment d'indécision, on se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Tout devient subitement calme, d'une façon insolite, et tout à coup, on s'aperçoit que l'avion a décollé, il a changé de vitesse, pour aller plus vite, il a l'air d'aller plus lentement. Il y a une espèce d'élargissement de la sensation. C'est justement cet élargissement lyrique qui est comparable à l'envol d'un avion qui s'élève, qui prend de l'altitude. Le récitatif prend de l'altitude, arrive au sommet de l'accord parfait, c'est-à-dire c'est Vénus tout entière à sa proie attachée, et puis ensuite l'avion retombe en vrille, retouche le sol, et on s'aperçoit que l'agitation est encore la même, qu'il avait encore une super agitation, une surtension, une haute tension, et que maintenant, revenant à terre, on retrouve cette agitation, et on regratte le sol, et on retrouve toute cette tension dramatique qu'il y avait à l'intérieur, mais qui s'était démultipliée par la vertu du récitatif en rêve éveillé ou en extra-lucidité. Oui, mais cette importance que vous donnez à la tirade et qui donne au fond à l'acteur également toute son importance, ne suffit pas à faire de Phèdre un concerto pour un soliste. Non, c'est une symphonie, c'est pas un concerto. D'ailleurs, Racine, quand il a présenté Phèdre, avait intitulé sa tragédie « Phèdre et Hippolyte », édité chez Barbin. Eh bien, c'est une symphonie pour orchestre à 8 instruments. À l'intérieur des personnages, les thèmes symphoniques sont posés dès le début. Si vous voyez, par exemple, à l'entrée de Phèdre, eh bien, les 5 premières répliques de Phèdre posent les 5 thèmes dont elle jouera pendant toute la tragédie. Il y a d'abord le thème de la mort, le thème de la reine incandescente qui se retourne dans son lit, il y a le thème de la fille du soleil, le thème de la passion amoureuse, et enfin le thème de l'inceste qui provoque chez elle remords et honte. Avec ces 5 thèmes, on jouera toute la tragédie. Si bien qu'on peut dire que Phèdre est absolument une symphonie. Oui, mais je crois que ces comparaisons musicales que vous aimez à employer vont beaucoup plus loin que des comparaisons formelles. Et que toute la tragédie, à votre avis, est construite comme une symphonie. Les tragédiens ne peuvent vraiment vivre une situation tragique qu'en ayant recours au rythme et à cette symphonie. Il y a pour moi 4 mouvements symphoniques dans Phèdre. Le premier acte, qui est justement l'acte des confidences, où tout est en retenue, en possibilité. Le deuxième mouvement, qui est le deuxième acte, qui est brûlant, mais qui n'est pas encore la plus grande force, qui n'a pas encore atteint le forté, qui est l'acte des 2 déclarations brûlantes. Enfin, le troisième mouvement qui comprend le troisième acte et le quatrième acte, qui est vraiment le récitatif de la tragédie, période d'agitation par 3 grandes vagues, période indécise à l'annonce du retour de Thésée, puis les 2 grands fortés
de la malédiction de Thésée et de la malédiction de Phèdre, où là tout l'orchestre donne toute sa force, et enfin, dernier mouvement, le quatrième acte, le grésillement, où tout se consume et où on finit sur un petit tas de cendres qui sont les restes de Phèdre, avec simplement les deux grands solos d'orgue de la cérémonie du mariage Hippolyte-Aricie et la cérémonie de l'oraison funèbre de Théramène.